Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Merci d'être avec nous. Nous sommes ce matin dans le petit déjeuner politique avec Geoffroy Didier, qui est député européen, directeur de campagne des Républicains aux élections européennes, vice-président de la région Île-de-France et secrétaire général délégué Les Républicains. Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. On va parler d'Emmanuel Macron dans un instant, mais il y a eu quand même ce petit tweet qui nous a un peu surpris. Nathalie Loiseau, qui est en campagne à La Réunion, a invité la presse à la suivre à une messe qui était donnée en fait hier. C'est véritablement laïque, ça, ou pas? Je n'avais pas vu ce tweet. Ouais, c'est évidemment la France Insoumise qui l'a relevé, Alexis Corbière et tout. C'est quand même surprenant, non? Oui, je n'ai pas très envie de commenter les déclarations de Madame Loiseau qui... c'est pas une déclaration, là. Elle a invité, en fait, la presse. C'est une déclaration, oui, en réalité. Oui. C'est une forme de communiqué de presse. Oui. Je crois que nous sommes dans une république laïque, mais j'aimerais que notre pays assume ses racines, ses traditions, sa culture, et non son culte, mais avant tout sa culture judéo-chrétienne. Oui, je crois que nous sommes dans un pays dont les clochers sont le paysage de la France, dont les cloches sont la mélodie de nos villages, et qu'il est temps de l'assumer. D'ailleurs, contrairement à La République En Marche et à Madame Loiseau, nous souhaitons au sein des Républicains, avec François-Xavier Bellamy, que notre culture judéo-chrétienne soit inscrite dans les traités européens. Vous voyez, il y a les véritables propositions que nous faisons, et puis il y a les clins d'œil politiciens de nos adversaires. Oui, alors il y en a qui ont ironisé en disant elle était certaine d'avoir du monde dans la salle pour son meeting, parce qu'on sait que récemment, dans certains meetings, il y avait moins d'une 60aine de personnes qui ont assisté il y a quelques jours dans le Nord, quoi. Je ne veux pas juger Madame Loiseau, puisque la campagne ne fait que commencer. Il est vrai qu'elle ne m'a pas impressionné ni par son courage comme ministre des Affaires européennes, puisqu'elle est la ministre d'un président qui est aujourd'hui isolé en Europe, ni par la force de ses idées, puisqu'aujourd'hui elle ne dispose pas de projet. Oui. Mais en même temps, tout cela est très cohérent, puisque vous aurez remarqué qu'Emmanuel n'a qu'un projet, c'est lui-même. La tête de liste... vous l'appelez Emmanuel Emmanuel Macron. Pardon. Oui, non, mais vous l'avez appelé Emmanuel. Mettez ça sur le compte de la matinée. Emmanuel Macron n'a qu'un projet, c'est lui-même. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle il a choisi une tête de liste qui, pour l'instant, en tout cas à mon avis, paraît plutôt comme transparente. Oui, ce qui est quand même assez difficile. Bon, évidemment, c'est pour Madame Loiseau, mais c'est la même chose pour beaucoup de candidats. Il n'y a pas forcément énormément de public dans les salles lors des meetings et des réunions publiques, non? Détrompez-vous. Ah bon? Oui. Comme directeur de campagne de la campagne des élections européennes, j'étais aux côtés de François-Xavier Bellamy vendredi soir à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Oui. Et il a fallu ouvrir une deuxième salle dont la première était bondée. C'est vrai. Mais il y avait combien de places dans la salle? Près de 400. Si ce n'était qu'à Boulogne-Billancourt, je vous dirais que c'était un épiphénomène. Je constate, j'observe que là où François-Xavier se déplace, il est très suivi. Mais pourquoi? Parce que dans cette campagne, nous avons notre propre identité. Nous souhaitons aujourd'hui ne plus subir en Europe les dérives de la mondialisation, parce qu'on a été trop longtemps les naïfs de la mondialisation, et ne plus subir l'immigration de masse. C'est une identité forte, c'est bien mieux que les poncifs d'Emmanuel Macron et de ses amis, et bien mieux que le suicide collectif que nous propose Marine Le Pen. C'est ce qui explique peut-être effectivement cette forte affluence. Oui, Geoffroy Didier, on va voir les poncifs, parce que le président promet de renverser la table pour ce soir. Vous y croyez? C'est bien de ça dont il s'agit, un poncif. Oui, ça c'est un poncif de dire il va renverser en fait la table. Est-ce que, en tout cas, vous attendez-vous des mesures chocs et spectaculaires? Et quel type de mesures? Comme les mesures chocs ou spectaculaires seraient un poncif, puisque vous observerez que plus les mots sont forts, plus les actes sont faibles. Et c'est effectivement l'ADN de cette présidence de la République. Ce que nous souhaitons, nous, c'est que Emmanuel Macron commence par faire marche arrière sur toutes les hausses d'impôts. C'est-à-dire qu'il faut qu'il réindexe toutes les pensions de retraite, je dis bien toutes les pensions de retraite sur l'inflation, qu'il annule toutes les hausses de CSG sur les pensions de retraite, et qu'il, comme dans d'autres pays d'ailleurs, qu'il augmente qu'il augmente le pouvoir d'achat des Français en baissant de 10% l'impôt sur le revenu pour tous ceux qui le payent. Tout cela, c'est possible. Ça s'est fait dans d'autres pays voisins comme l'Allemagne. Pourquoi cela ne serait pas possible en France? Eh bien, parce qu'il va falloir qu'Emmanuel Macron renonce à augmenter la dépense publique. Est-ce que vous savez, quand même, que la dépense publique augmente plus vite sous Emmanuel Macron
que ce fut le cas sous François Hollande. On a beaucoup dit sur François Hollande, on en dit beaucoup moins sur Emmanuel Macron, pourtant les actes sont pires. Les actes sont faibles parce qu'en réalité, Emmanuel Macron n'est pas du tout le président réformateur que certains, notamment des lecteurs de droite, pensaient qu'il serait. Et le déficit public n'a jamais été aussi fort en Europe, et il est le pire de l'Union européenne. La dette est en train d'avoisiner les 100% du PIB, et il avait, je me souviens, lui-même dit pendant la campagne présidentielle qu'il augmenterait, on va dire, de 10 milliards d'euros le pouvoir d'achat. Résultat des courses, près de 2 ans après être arrivé à l'Élysée, il a surtout augmenté de 5 milliards d'euros les impôts de nos ménages. Jean-François Didier, alors vous dites baisse des impôts, de l'impôt sur le revenu, mais ça ne va pas forcément concerner ça les gens qui sont les plus défavorisés en tout cas, qui eux ne payent pas forcément l'impôt sur le revenu. Donc comment faire pour qu'ils aient davantage de pouvoir d'achat ? Parce que n'oublions pas qu'un Français sur 2 seulement paye l'impôt sur le revenu. Même moins d'un Français sur 2 désormais. C'est bien pour ça que j'ai commencé par dire qu'il était urgent d'exprimer des mesures de soulagement à l'égard des retraités, qui sont aujourd'hui les premières victimes de la présidence d'Emmanuel Macron. Et j'estime malsain que l'on s'en prenne à des hommes et des femmes qui ont cotisé, qui ont travaillé et qui, par le fruit de leur mérite et de leur effort, ont mérité leur retraite. Et ce que je souhaiterais, c'est qu'on sanctuarise les retraites dans ce pays et qu'on arrête de s'attaquer à ceux qui ne peuvent plus se défendre parce qu'ils ne produisent plus de richesse. Mais s'ils ne produisent plus de richesse, c'est qu'ils ont aussi mérité leur retraite. Une retraite, ce n'est pas un don, c'est un dû. Oui, mais il n'y a pas que les retraités. Il y a aussi ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui ne payent pas forcément l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce que vous attendez là comme mesure ? Bien sûr, on verra ce que Emmanuel Macron propose, mais le fait, par exemple, d'agir sur la TVA pour les produits de première nécessité serait sans doute un geste de justice sociale qui serait le bienvenu. Et puis, ce que je voudrais, c'est que Emmanuel Macron redonne du sens au travail. Nous proposons, par exemple, et Laurent Wauquiez l'a expérimenté. Il le dit en permanence. Il le dit, mais encore faut-il le faire. Parce qu'il est très fort dans les discours, encore une fois, mais beaucoup moins dans les actes. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il redonne du sens au travail, par exemple, en demandant 5 heures d'activité d'intérêt général par semaine pour les attributaires du RSA. Parce qu'il faut bien comprendre aussi que en France, il y a, pour ceux qui sont les moins privilégiés, un droit à la solidarité, mais à ce droit à la solidarité doit s'accompagner des devoirs civiques, et j'estime que cette mesure redonnerait un sens à l'effort et aussi à la solidarité. Et puis j'aimerais qu'il redonne un sens à l'autorité, parce qu'il n'y a plus d'autorité dans ce pays. Alors mais comment ? Par exemple, en imposant des peines planchées pour tous ceux qui s'attaquent aux policiers, aux gendarmes, aux douaniers. Pourquoi pas ? Et des annonces. Puisque l'inertie d'Emmanuel Macron a eu pour conséquence 22 semaines où on se demandait chaque samedi si la République allait vaciller. N'est-il pas temps aussi de rétablir l'autorité dans ce pays ? Lorsqu'on a vu qu'il y a eu une loi anti-casseurs qui a été proposée par les Républicains au Sénat, la seule chose qu'Emmanuel Macron a cru bon de faire, c'est de la déférer au Conseil constitutionnel pour l'émasculer. Est-ce que vraiment c'était une bonne solution ? C'était en même temps pour vérifier si elle était constitutionnelle ou pas, évidemment, cette loi anti-casseurs. Il n'était absolument pas obligé de la déférer au Conseil constitutionnel, et je déplore le fait qu'aujourd'hui, les préfets n'aient pas le droit, contrairement à ce que voulait la majorité au Sénat, d'interdire certains de manifester. Quand je dis certains, c'est uniquement ceux qui ont été identifiés comme violents dans les manifestations précédentes. Si effectivement le président de la République n'estime pas nécessaire d'interdire certains de manifester, alors qu'on sait parfaitement qu'il y a des individus, même minoritaires, qui sont en train de vouloir défier la République, nous n'avons pas la même conception de la République et de l'autorité. Et Geoffroy Didier, sur la crise démocratique, vous attendez quelque chose, qu'il y ait davantage de citoyens dans des institutions, ou le Conseil économique, par exemple, et social, qui soit transformé en une assemblée participative ou pas ? Est-ce que là, vous attendez des mesures ? Ou des référendums, quoi ? Je ne suis pas opposé, par exemple, à la reconnaissance du vote blanc, mais ne nous l'aurons pas, ce n'est pas M. Blanc qui va régler les problèmes de la France. C'est M. Macron qui en a la lourde responsabilité aujourd'hui, qui a mis en scène de manière quelque peu narcissique les réponses à la colère. Eh bien, aujourd'hui, ce que j'attends de lui, ce sont avant tout des réponses économiques et sociales. N'oublions pas le message originel des Gilets jaunes, c'était
on n'en peut plus de payer tant d'impôts, non pas parce qu'on ne le veut pas, mais parce qu'on ne le peut plus. Oui. Donc aujourd'hui, il est urgent de faire marche arrière sur toutes les hausses d'impôts. Et on veut être entendu à travers, pourquoi pas, aussi des référendums. Bien sûr, mais ça, je suis favorable. Mais oui, bien sûr. Mais le problème de notre pays, c'est qu'on fait des référendums. Le RIC, vous êtes favorable? Oui, je ne suis pas contre tout ce qui permettra... donc vous êtes favorable au RIC alors? Non, mais je ne suis pas contre tout ce qui permettra aux Français d'être mieux écoutés et entendus. Oui. Mais le problème, c'est que dans notre pays, on a tendance à organiser des référendums, mais ensuite à s'asseoir sur les décisions populaires. Donc, si c'est pour faire des référendums et ne pas les respecter ensuite, ça ne m'intéresse pas. En revanche, tout ce qui permettra d'avoir une gouvernance plus partagée, moins égocentrée que celle que nous connaissons aujourd'hui autour d'Emmanuel Macron, bien entendu, j'y suis favorable. Il faut supprimer aussi des avantages des hauts fonctionnaires. Visiblement, c'est ce que réclament les Gilets jaunes. Et puis, c'est ce qui tourne un petit peu en boucle depuis quelques jours. Ça aussi, vous y êtes favorable. Mais comme une réforme aussi de l'ENA, pour la haute fonction publique. Attention aux fausses solutions qui ne régleront absolument pas les problèmes et qui, au fond, n'apaiseront rien. En revanche, il y a un véritable gaspillage d'argent public dans notre pays auquel il est plus qu'urgent de mettre un terme. Il y a 26 autorités administratives indépendantes, il y a plus de 400 observatoires et hauts commissariats. J'aimerais effectivement qu'on fasse rapidement l'audit de l'efficacité de chacune d'elles pour savoir si on ne peut pas en supprimer au moins la moitié. Un mot de la campagne de François-Xavier Bellamy, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on va entendre Nicolas Sarkozy venir le soutenir ? Je ne peux pas parler à sa place, mais je présume... surtout que vous étiez un petit peu en froid avec Nicolas Sarkozy. Non, mais vous savez, vous lisez trop la presse. Ah bon? Non, mais j'avais cru comprendre ça. Je présume du fait que, puisque c'est sa famille politique d'origine, puisque plusieurs de ses amis historiques, comme bien entendu Brice Hortefeux, mais aussi Frédéric Pechnard et Nadine Morano, figurent en bonne position sur la liste, qu'il sera parmi nous et qu'il adressera un geste. Mais encore une fois, Nicolas Sarkozy est avant tout une référence pour la droite et pour le centre, une référence aussi pour la vie politique française, puisqu'il a su faire preuve d'une grande vision, par exemple, en imaginant l'Union pour la Méditerranée, en concevant le Grand Paris. Donc, bien entendu, que tout soutien de sa part sera plus que le bienvenu. Jean-François Didier, le mot de la fin avec Cécile Ménibus. Vous évoquiez il y a quelques instants le rétablissement de l'ordre dans ce pays. On parle de l'acte 22, en disant qu'il va être terrible et historique. Est-ce qu'il faut absolument mettre en place la reconnaissance faciale ? En tout cas, j'observe que dans la loi anti-casseurs a été acté par le Conseil constitutionnel le délit de dissimulation du visage. J'observe que malheureusement tout cela n'a pas pu être encore véritablement mis en œuvre samedi dernier et que des heurts ont pu avoir lieu notamment à Toulouse, et qu'il faut surtout, dans notre pays, appliquer les lois avant de songer à en envisager de nouvelles. Et c'est bien ce qui, aujourd'hui, crée une défiance entre les Français et l'action publique, c'est qu'on vote des lois, mais qu'elles ne sont pas appliquées sur le terrain. Mais oui ou non pour la reconnaissance faciale ? Déjà, mettons en œuvre le délit de dissimulation du visage et on verra quels sont les résultats sur le terrain. Et vous avez un invité surprise. Salut Geoffroy, c'est Gilbert Collard, l'affreux Jojo du barreau, qui a un point commun avec toi, celui de savoir bien enfiler la robe. Alors, au sujet de la robe... Parce que nous sommes confrères. D'avocats, je précise. Alors, au sujet de la campagne des Européennes, tu as déclaré François-Xavier Bellamy préfère de loin les grands enjeux aux petites phrases. Est-ce que ça signifie que chez les Républicains, la guerre fratricide des petits égaux qui font le concours de celui qui a la plus grosse, c'est du passé? La plus grosse ambition, bien sûr, je précise, je suis obligé de surligner. Il y a effectivement beaucoup d'égos boursouflés dans la vie politique, et ça, à mon avis, depuis la Grèce antique. Mais ce qui est intéressant avec François-Xavier Bellamy, c'est qu'il ne s'arrête pas aux petites phrases, comme vous le dites si bien, mais qu'il considère aujourd'hui que l'Europe est avant tout une civilisation, et que le projet européen est en danger, et que si nous voulons sauver l'Europe, il faut la changer. Vous voyez, c'est tout un projet de société, bien plus qu'une petite phrase, à mon avis, qui fera notre succès aux élections européennes. Merci Geoffroy Didier, député européen, directeur de campagne des Républicains aux élections européennes, était l'invité de Sud Radio ce matin. Merci. Et Dany Moreau, qu'on retrouve bien sûr comme tous les matins à 8h20 sur Sud Radio. Restez avec nous, il est 7h56.